Il arrive un moment dans la vie de chaque artiste où les applaudissements s'éteignent, les lumières s'éteignent et la vérité ne peut plus être dissimulée. Pour David Garrett, le violoniste que le monde croyait déjà connaître, ce moment est arrivé discrètement, sans prévenir, sans fanfare. À 45 ans, après des décennies passées à rechercher la perfection, sous la pression et dans un silence qui s'alourdissait d'année en année, il a finalement admis la réalité qu'il avait fui toute sa vie. Et ce qu'il a révélé a choqué même ceux qui le suivaient depuis ses débuts d'enfant prodige. C'est l'histoire qu'il n'avait jamais voulu raconter, jusqu'à présent. Une enfance qui ressemblait à un cadeau, mais qui ressemblait à une cage. David Christian Bongartz est né le 4 septembre 1980 à Aix-la-Chapelle, une petite ville allemande qui n'avait aucune raison de se douter qu'elle accueillait un enfant qui, un jour, se situerait entre Mozart et Metallica. Son père, Georg Paul Bongartz, était avocat et marchand de violon. Sa mère, Dove Marie Garrett, était une première ballerine américaine. La musique n'était pas simplement encouragée chez lui, c'était une obligation, omniprésente, inscrite dans son quotidien, dans le poids de chaque attente, bien avant qu'il ne comprenne ce qu'étaient les attentes. Le violon qui allait plus tard définir toute sa vie ne lui appartenait même pas à l'origine. C'était un cadeau pour son frère aîné. Mais David s'y est mis à l'âge de 4 ans et, à la surprise générale, il jouait avec un instinct que les adultes mettent des années à développer. Un an plus tard, il remportait son premier prix au concours Jugendmusiziert. À 7 ans, il donnait des concerts publics chaque semaine. À 10 ans, il se tenait devant l'orchestre philharmonique de Hambourg comme s'il était né pour les scènes capables d'intimider même les musiciens les plus chevronnés. À 11 ans, on lui confia un Stradivarius, un instrument d'une valeur inestimable, bien au-delà de tout ce que ses amis d'enfance auraient pu imaginer. À 13 ans, il devint le plus jeune artiste à signer un contrat d'exclusivité avec Deutsche Grammophon. Des légendes du violon comme Zaka Brown, Ida Handel, Sachko Gavrilov et Yehudi Menuhin le qualifièrent d'exceptionnel, voire de plus grand de sa génération. Mais derrière chaque éloge se cachait un prix que lui seul dut payer. 8 heures d'entraînement par jour, tous les jours, n'était pas une recommandation, c'était une règle. Et tandis que le monde voyait un enfant prodige en couverture des magazines, David ressentait tout autre chose. Le lent et silencieux déclin d'une enfance qui ne lui avait jamais vraiment appartenu. Il a admis plus tard que, durant ses premières années, presque rien ne lui avait appartenu. Ni la musique, ni la routine quotidienne, ni les interviews, ni même le sourire qu'il devait afficher devant les photographes, qu'il ressente de la joie ou de l'épuisement. Après avoir obtenu son diplôme du lycée Einhard d'Aix-la-Chapelle, il se rebella enfin contre son père, contre la tradition, contre le moule étouffant dans lequel on l'avait contraint depuis l'âge de 4 ans. Il quitta le Royal College of Music de Londres et s'installa à New York à 19 ans. Major, émotionnellement vulnérable, financièrement instable, mais désespéré de trouver ce qui lui avait toujours été refusé, la liberté. C'était la première fois que David Garrett prenait sa vie en main. Et ce choix avait un prix inattendu. New York, la liberté, la pauvreté et une dépression nerveuse à huis clos. Quand David Garrett débarqua à New York à 19 ans, il n'avait que 2 violons, une valise et un optimisme que seul celui qui a échappé à une vie sous pression peut comprendre. Il avait quitté le Royal College of Music contre la volonté de ses parents et arrivait dans un pays où personne ne se souciait qu'il ait été un enfant prodige en Allemagne, qu'il ait joué pour Claudio Abbado ou que Deutsche Grammophon l'ait signé à 13 ans, à New York. Il n'était qu'un jeune musicien parmi d'autres, essayant de survivre. Il emménagea chez son frère Alexander et partagea avec lui un appartement exigu, un lieu qui lui semblait échapper à toute règle. Mais cette liberté s'accompagna d'une nouvelle forme d'épreuve. Pour la première fois, il n'y avait ni filet de sécurité, ni structure soigneusement planifiée autour de son talent, ni soutien financier. En 1999, David intègre la Juilliard School et étudie auprès d'Itzhak Perlman, l'un des plus grands violonistes vivants. Cela aurait dû être le plus beau chapitre de sa vie. Au lieu de cela, il en est terrassé avant de se reconstruire. David n'avait pas un sou, absolument pas, pour payer ses études, son lawyer, sa nourriture et les réparations de son violon. Il acceptait tous les emplois qu'il trouvait. Il faisait le ménage le soir dans une bibliothèque. Il travaillait comme agent d'entretien. Il faisait des petits boulots comme barman. Il acceptait des contrats de mannequin car c'était mieux payé que tout ce qui pouvait arriver à un musicien fauché. Les photos glamour qui ont ensuite paru dans les tabloïds n'étaient pas motivées par la vanité. C'était une stratégie de survie. Plus d'une fois, il a sauté des repas pour que son violon puisse être réparé.
Plus d'une fois, il a répété dans les couloirs, faute de moyens pour se payer un local. Et plus d'une fois, il a avoué qu'après de longues journées de travail, il restait assis dans le noir, se demandant s'il n'avait pas eu tort de quitter l'Allemagne et le succès qu'il tenait autrefois pour acquis. Mais la vérité, c'est que New York l'a sauvé. Non pas parce que la ville était accueillante, mais parce qu'elle était impitoyable. Elle l'a réduit à l'essentiel, au cœur même de son être, quelqu'un qui désirait la musique non par obligation, mais par choix. En 2003, après des années de sacrifices et une discipline sans faille, il remporta le prestigieux concours de composition de la Juilliard School avec une fugue dans le style de Johann Sebastian Bach. C'était la première fois depuis des années qu'il se sentait pleinement à sa place dans une œuvre non orchestrée par d'autres, non par devoir, non comme un vestige d'une enfance qu'il n'avait jamais choisie. Après avoir obtenu son diplôme en 2004, David se trouva face à un choix qui l'effrayait. Il pouvait revenir à la musique classique, à l'image de l'enfant prodige que le monde voyait en lui, ou tout risquer pour créer quelque chose d'entièrement nouveau. Une fusion de rock, de pop et de musique classique que les maisons de disques qualifiaient de suicide professionnel. Cette décision allait bouleverser sa vie à jamais et lui coûterait un prix qu'il n'aurait pu prévoir. La gloire fulgurante, la nécessité de se réinventer et une pression inattendue. Selon la Juilliard School, David Garrett se trouvait à la croisée des chemins, un choix qui pouvait le définir ou le détruire. Il avait reçu une formation classique, jouissait d'une renommée internationale et était destiné à suivre la voie tracée pour lui depuis l'enfance. Salle de concert, orchestras symphoniques, répertoire rigoureux et une vie ancrée dans les traditions classiques. Mais ses années à New York l'avaient transformé. Il lui avait fait découvrir de nouveaux sons, une nouvelle énergie, et la conviction que la musique n'avait pas à choisir entre puristes et rebelles. Elle pouvait être les deux. Les premières maisons de disques qu'il a contactées ont immédiatement rejeté son concept de musique crossover. Ça ne marchera jamais. Ont-ils dit? Le public ne l'acceptera pas. Les amateurs de musique classique détesteront ça. Les fans de rock s'en moqueront. Mais il a refusé de céder. En 2006, la société de divertissement allemande Diag l'a pris sous son aile et l'a aidé à redorer son image. Non pas comme le prodige poli David Bongard, mais comme un artiste audacieux, transcendant les genres, qui allait devenir mondialement connu sous le nom de David Garrett. En 2007, il sort Free, également connu sous le nom de Virtuoso, l'album qui change tout. Le caprice numéro 24 de Paganini côtoie Nothing Else Matters de Metallica. Les violons résonnèrent là où les guitares électriques régnaient autrefois. Pour la première fois, des personnes n'ayant jamais entendu Beethoven côtoyant des mélomanes classiques, inconditionnels qui n'auraient jamais imaginé supporter une reprise de Metallica au violon. Soudain, il n'était plus seulement un musicien. Il était un phénomène. Jusqu'en 2008, son album Encore est resté des mois en tête des ventes de musique classique aux États-Unis. En 2010, Rock Symphonies a été certifié disque d'or et de platine. Les stades affichaient complets des mois à l'avance. Il a joué pour la reine Elizabeth II, pour Barack Obama, pour Angela Merkel. En 2012, il s'est produit lors de la finale de la Ligue des champions de l'UEFA devant des millions de spectateurs. Le livre Guinness des records l'a reconnu comme le violoniste le plus rapide du monde, capable de jouer des notes à une vitesse que même les musiciens les plus chevronnés pouvaient à peine suivre du regard. Mais ce qui, vu de l'extérieur, ressemblait à un succès, était vécu tout autrement. Des années de discipline, d'isolement et de perfectionnisme l'avaient transformé en un homme qui ne savait plus ralentir. Il était convaincu que la paix se méritait à force d'efforts. Plus sa renommée grandissait, plus la pression était forte. Chaque tournée exigeait plus de précision, plus d'intensité, une exécution toujours plus irréprochable. Les critiques ont salué sa technique, mais ils n'ont pas perçu les efforts qu'elle déployait. Des nuits blanches, un rythme effréné qui brouillait les frontières entre les mois, et une solitude grandissante malgré les acclamations de millions de fans. Le monde a vu un homme qui a conquis toutes les scènes. Elle ne voyait pas l'homme qui, après chaque concert, tremblait d'épuisement, qui doutait de sa valeur dès qu'il ne jouait pas, qui craignait constamment de décevoir ceux qui l'avaient porté si loin. Le succès avait offert à David Garrett tout ce dont il avait toujours rêvé. Mais il avait aussi préparé le terrain pour le chapitre le plus sombre de sa vie, celui qui allait le briser d'une manière inimaginable pour le public. Le scandale, le procès et la dépression qu'il ne pouvait plus dissimuler. Jusqu'en 2014, David Garrett semblait intouchable. Son succès était planétaire. Ses albums dominaient les charts et ses tournées affichaient complets avant même l'impression des affiches.
Mais derrière un emploi du temps minutieusement organisé et des interviews convaincantes, sa vie basculait dans un dangereux chaos émotionnel. Voyages incessants, absence de domicile fixé, relations instables. Tout cela érodait l'image qu'il projetait au monde. C'est à cette époque qu'il rencontra Ashley Juden, plus connue sous son nom de scène dans le monde du X. Pour la première fois depuis des années, David ressentit quelque chose qui ne le mettait pas immédiatement en doute, l'authenticité. Leur connexion fut intense dès le départ. Ashley venait d'un monde complètement différent, brut, sans filtre et d'une honnêteté brutale. Dans sa vulnérabilité et son imprévisibilité, il reconnut des aspects du tumulte émotionnel qu'il portait lui-même depuis des années. Ce n'était pas une relation lisse et mise en scène, destinée à être exposée au public. C'était une relation imparfaite, irrégulière et profondément humaine, mais elle était aussi instable. Au moment de la rupture, la passion qui avait été libératrice s'était muée en un champ de bataille de jalousie, de malentendus et de dépendance affective dont aucun des deux ne prit conscience à temps. À l'automne 2016, près de 2 ans après leur séparation, Ashley a porté plainte à New York, accusant David de manipulation émotionnelle, de rupture de contrat et même de violence physique. Le choc fut immédiat. L'affaire fit la une des journaux en quelques heures. Les journalistes se sont lancés dans une recherche effrénée d'informations. Du jour au lendemain, le virtuose du violon s'est retrouvé au cœur d'un scandale qui semblait destiné à le détruire. Ashley réclamait 12 millions de dollars de dommages et intérêts, une somme qui symbolisait bien plus qu'une simple souffrance. Pour David, c'était comme tenter d'anéantir des décennies de sacrifices, de discipline et de talent artistique. Ses amis se souviennent qu'il est resté muet pendant des jours. Il s'est enfermé dans son appartement berlinois, a annulé des interviews, reporté des concerts et s'est laissé envahir par le silence. Pour un homme dont l'univers entier tournait autour de l'expression, ce silence était le cri de détresse le plus puissant qu'il se soit jamais permis d'entendre. Mais le procès lui apporta bien plus qu'une humiliation publique. Il brisa sa confiance. Dans des conversations privées qui ont fuité dans les médias, il a admis s'être confié à Ashley comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Il lui avait parlé de traumatismes d'enfance, de ses peurs et même de ses doutes. Et maintenant, ses faiblesses étaient exploitées contre lui. Ses avocats ont déposé une plainte reconventionnelle, présentant des messages, des courriels et des témoignages qui décrivaient leur relation comme mutuellement destructrice plutôt qu'unilatérale. Mais à ce moment-là, les dommages causés à sa réputation, à son état mental et à sa foi en l'humanité étaient déjà profondément irrémédiablement perdus. L'affaire s'est enlisée à huis clos. Aucun verdict n'a été rendu. Des rumeurs d'un accord confidentiel assorti d'une clause de non-divulgation ont circulé, mais rien n'a été confirmé. Ce que le monde savait, en revanche, c'est que David Garrett avait disparu. Les scènes se sont éteintes, les tournées ont été annulées, les réseaux sociaux sont restés silencieux, et pour la première fois de sa vie, David ignorait s'il reprendrait un jour un violon. Disparition du monde, Silence Radio, Salzbourg et la lente reconstruction d'une vie brisée. Lorsque le scandale a atteint son paroxysme en 2016, David Garrett a fait quelque chose d'inattendu. Il a disparu. Aucune conférence de presse, aucune déclaration émouvante, aucune confrontation dramatique avec les médias. Il s'est simplement retiré dans un silence si total que même ses plus proches collaborateurs ignoraient où il se trouvait. Son entourage a parlé d'une pause créative, mais les initiés connaissaient de la vérité. David était anéanti et ne savait même pas s'il voulait revenir. Il se retira dans une petite cabane en bois près de Salzbourg, en Autriche, un lieu qu'il avait acheté des années auparavant comme refuge paisible pour composer. Désormais, c'était devenu un sanctuaire, un havre de paix loin de tout ce que sa vie était devenue. Entouré de forêts et de collines, loin des acclamations de la foule et des crépitements des appareils photo. Il tentait de comprendre comment une simple relation, une simple plainte et une soudaine exposition médiatique avaient pu détruire un homme qui lui avait paru invulnérable. Ceux qui lui ont rendu visite durant cette période ont décrit un David totalement différent de l'artiste sûr de lui qu'il était sur scène. Il passait des heures seul avec un carnet, y notant des bribes de pensée, des questions et des confessions qu'il n'avait jamais osé exprimer auparavant. Il jouait inlassablement les mêmes passages de 4 mesures de Bach, non pas pour s'exercer, mais comme une prière. Il était en proie à une identité si fragmentée qu'il a un jour admis ne plus savoir qui était vraiment David Garrett, l'artiste ou l'homme. Des amis de ses débuts de musicien lui rendaient une visite de temps à autre. Parmi eux, un ancien professeur de musique qui lui avait enseigné enfant.
Un autre était un violoncelliste qui avait fait une tournée avec lui des années auparavant. Ils lui apportèrent à manger des histoires et du silence, tout ce dont il avait le plus besoin à ce moment-là. L'un d'eux se souvint plus tard qu'il n'était pas brisé, il était vide. C'est une différence. Le vide peut être comblé, mais la reconstruction ne s'est pas faite du jour au lendemain. Pendant des mois, David déclina les invitations, ignora les propositions et annula ses engagements. Il vivait paisiblement, faisait ses courses à la boulangerie du coin, se promenait longuement dans la brume matinale et observait le changement des saisons comme si sa guérison en dépendait. Dans un moment d'inattention, il se confia à un ami proche. « C'est la première fois de ma vie que je me retrouve seul, et ça m'effraie. » Pourtant, quelque chose d'inattendu a commencé à changer. Il a trouvé du réconfort auprès de sa communauté, dans une ville où personne ne se souciait des tournées mondiales ni des disques de platine. Là où il n'était qu'un client parmi d'autres dans la file d'attente du supermarché. Là où personne n'attendait de lui qu'il joue un rôle, qu'il impressionne ou qu'il prouve quoi que ce soit. À Salzbourg, il a également rencontré Teresa Huber, une professeure de littérature et d'histoire veuve de 34 ans qui élevait seule son jeune fils. La célébrité et la notoriété ne l'intéressaient pas. Elle n'a pas demandé d'accès aux coulisses. Elle ne lui a pas demandé de jouer pour elle. Elle lui a simplement adressé la parole. Non pas à la superstar internationale, mais à cet homme discret qui se tenait en face d'elle au café. Leur échange n'a été ni immédiat ni passionné. C'était lent, prudent et fondé sur quelque chose que David n'avait jamais connu auparavant. La normalité. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'avait plus à jouer un rôle pour personne. Il vivait simplement, tranquillement, en privé et sans attente. Il l'ignorait encore. Mais ce chapitre paisible allait poser les fondements du musicien qu'il deviendrait. Un homme façonné non par la gloire, mais par le silence. Une musique d'un genre nouveau, la rédemption, la renaissance, et l'homme qu'il devient à 45 ans. Lorsque le monde revit enfin David Garrett, il n'était plus le même homme qui avait disparu des années auparavant. Le changement ne s'est pas opéré soudainement, ni sous la forme d'un retour spectaculaire. Il s'est déroulé discrètement, presque imperceptiblement, dans les moments les plus simples de sa vie recluse à Salzbourg. Des moments qui l'ont reconstruit d'une manière que les applaudissements n'auraient jamais pu. Teresa est devenue un point d'ancrage inattendu durant cette période fragile. Elle n'a pas cherché à le réparer ni à l'analyser. Elle était simplement là. D'une présence discrète, aux conversations apaisées et d'une nature simple, il était l'idole de leur jeune fils. Non pas comme une star, mais comme l'homme qui l'aidait à construire des dinosaures avec des pièces de jouets ou à pincer les cordes à vide d'un violon. David confie un jour à un ami. « Cet enfant me traite comme un être humain. » Je ne me rendais pas compte à quel point j'en avais besoin. Pour la première fois depuis des décennies, David a redécouvert une version de lui-même qui n'était pas définie par la perfection, la pression ou les attentes du public. Il a cuisiné pour ses amis. Il alla au marché. Il aida un voisin âgé à empiler du bois et lentement, presque imperceptiblement, il se remit à composer. Non pour une maison de disques, non pour un public, mais pour lui-même. Dans ce calme, il travaillait sur ce que les initiés appelaient « Entre les lignes », un recueil privé de morceaux inspirés par les poèmes que Teresa lui avait lus. Ses compositions étaient fragiles et intimes, à 1000 lieues du style crossover explosif qui l'avait rendu célèbre. Elles n'étaient pas nées de l'ambition, mais d'un processus de guérison. Lorsqu'il est finalement remonté sur scène, ce n'était pas dans d'immenses salles. Il choisit de petites salles de concert européennes, des lieux où le public pouvait entendre chaque respiration entre les notes. Son programme comprenait la rêverie de Schumann, ses propres compositions de Salzbourg et une nouvelle pièce délicate, que la rumeur disait écrite pour Teresa. Chaque note sonnait plus chaleureuse, plus vulnérable. Les critiques ont immédiatement remarqué que sa musique portait désormais la marque d'un homme qui s'était enfin trouvé. Il avait également changé en coulisses. Fini l'attitude de star. Fini les barrières entre lui et ses collaborateurs. Il a aidé à installer la scène, il a préparé de simples spaghettis pour l'équipe. Et le soir, il regagnait sa petite cabane plutôt que de séjourner dans des hôtels de luxe. Sur le plan professionnel, il a abordé la suite avec une vision plus claire. En Europe et en Amérique. Cette fois-ci avec un meilleur équilibre et une plus grande attention portée à sa santé. Toujours en 2024, il a fait ses débuts de chef d'orchestre au Festival Interlaken Classics. Un autre chapitre, né du courage plutôt que de la pression. Dans sa vie privée, il a continué à entretenir une relation de longue date avec une femme qui préférait rester à l'écart des projecteurs. Leur relation, en partie à distance, fonctionnait étonnamment bien. « C'est encore tout frais », avait-il déclaré.
Il avait ouvertement admis ne pas envisager d'avoir d'enfant pour le moment. Sa vie de tournée serait incompatible avec un enfant. Mais pour la première fois, il semblait pleinement serein face à cette décision. Aujourd'hui, à 45 ans, David Garrett n'est plus le jeune homme propulsé vers la gloire ni la superstar internationale effondrée sous le poids des attentes. C'est un homme qui s'est reconstruit à partir du silence, de la solitude, du chagrin et du courage d'affronter sa propre vérité. Sa musique reflète cette transformation. Moins de vitesse fulgurante, plus de profondeur émotionnelle, moins d'impression, plus d'expression, moins de survie, plus de vie. Il a bouleversé le monde non par un scandale, mais par sa sincérité, en avouant sa lassitude de la perfection, du bruit, de devoir paraître invulnérable. Cet aveu a marqué le début d'une vie nouvelle et d'un art nouveau, fondé sur l'humanité et non sur le mythe. Au final, le chapitre le plus extraordinaire de l'histoire de David Garrett n'est pas la gloire qu'il a acquise, mais la paix pour laquelle il s'est battu si longtemps. Que pensez-vous du parcours de David Garrett, de son enfance d'enfant prodige à l'homme qui a enfin trouvé la paix intérieure? Sa transformation a-t-elle changé votre regard sur lui? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.